Mon père m'a jeté une facture de 20 000 $. Paye pour les frais de scolarité de ton frère, sa résidence, son ordinateur et son forfait repas. C'est ton rôle, en tant qu'aîné. J'ai dit, trouve quelqu'un d'autre. 3 jours plus tard, j'ai surpris mes parents en train de comploter. Reste tranquille. Nous la coincerons au dîner de Noël. Maman a ri. Elle n'osera pas dire non devant tout le monde. Le 25 décembre, leur plan s'est effondré. Je m'appelle Sophie Collins, et j'ai 33 ans. Je travaille comme analyste principal en conformité financière, à San Francisco, ce qui signifie que je passe mes journées à traquer les petites incohérences, celles que les gens espèrent voir passer inaperçues. Je n'aurais jamais imaginé que la plus importante d'entre elles me serait remise par mon propre père. Il est entré dans mon appartement un lundi soir, a déposé une facture imprimée sur le comptoir de ma cuisine, puis a tapoté le montant total d'un doigt. 20 000 $. Ton frère a besoin de payer ses frais de scolarité, son logement universitaire, un ordinateur portable, et un forfait repas. Il a ajouté, tu es l'aîné. C'est ton travail de payer. J'ai regardé la feuille, puis je l'ai regardé, lui. Il n'y avait aucune demande dans sa voix, seulement un ordre déguisé en devoir familial. J'avais déjà aidé mes parents pour des assurances, des réparations, et pour plus d'urgences temporaires que je ne pouvais en compter. Cette fois-ci, j'ai repoussé le papier. Trouve quelqu'un d'autre. Son visage s'est crispé. Il m'a averti que les choix égoïstes entraînaient des conséquences, puis il est parti, sans même me dire au revoir. 3 jours plus tard, je suis passé chez mes parents pour leur apporter un carton de décoration de Noël. Avant même d'atteindre le salon, j'ai entendu la voix de mon père, derrière la porte de la salle à manger, qui était restée entr'ouverte. Reste tranquille. Nous la coincerons au dîner de Noël. Ma mère a ri. Elle ne dira pas non devant tout le monde. C'est alors que mon jeune frère a prononcé une phrase qui a transformé chaque chiffre de cette facture en piège, et non en simple dépense. Je me suis éloigné avant qu'il ne me voie. Il pensait que la magie de Noël me rendrait plus facile à manipuler. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais passé toute ma carrière à suivre la trace de l'argent, à documenter les mensonges, et à attendre patiemment le moment où les gens s'enfermeraient définitivement dans leur propre version de la vérité. Le 25 décembre, ils ont posé cette facture sous les yeux de toute la famille, et leur plan s'est effondré, bien avant le dessert. Avant de vous raconter comment leur piège de Noël s'est refermé sur eux, dites-moi, quelle heure est-il chez vous? D'où lisez-vous cette histoire? Et quel temps fait-il dehors? Ce climat correspond-il à votre humeur du jour? Je suis curieuse de savoir jusqu'où mon récit voyagera. Mon père s'appelait David. Ma mère s'appelait Nona, et mon frère cadet, Tyler. Dans notre famille, David formulait des exigences absolues. Nona les transformait doucement en culpabilité, et Tyler, lui, attendait simplement le résultat. J'avais passé des années à prétendre que ce fonctionnement était seulement vieux jeu. Mais là, debout dans le couloir, alors que leur plan pour Noël résonnait encore derrière la porte, j'ai enfin admis la réalité de ce que c'était. Un système. Il m'avait attribué le rôle de la fille fiable, sur qui l'on peut compter, car les personnes fiables sont beaucoup plus faciles à facturer. Je ne les ai pas affrontées ce soir-là. La colère me poussait à enfoncer la porte, à révéler tout ce que je venais d'entendre, mais mon instinct professionnel a été le plus fort. Les gens qui s'attendent à une réaction émotionnelle, en effet, se préparent rarement à un audit financier. Je suis rentré chez moi, j'ai posé la facture de 20 000 $ sous la lampe de mon bureau, et je l'ai étudiée attentivement, comme s'il s'agissait du dossier d'un client. Le logo de l'université était légèrement flou. La ligne concernant les frais de scolarité utilisait une police de caractère différente de celle du logement. De plus,
le document mentionnait un forfait repas haut de gamme, que le site internet public de l'université ne proposait même pas. Enfin, la charge pour l'ordinateur portable s'élevait à environ 3000 $, sans aucune mention de vendeur, de modèle, ou de taxe. En bas de page, une mention affirmait que le paiement devait être effectué avant Noël. Pourtant, le calendrier universitaire indiquait que la prochaine échéance n'était qu'en janvier. Pris individuellement, aucun de ces détails ne prouvait formellement une fraude, mais mis ensemble, ils démontraient clairement que le document avait été fabriqué pour créer un sentiment d'urgence. Le lendemain matin, j'ai appelé Jake Ramirez, mon cousin, qui est aussi l'un des amis les plus proches de Tyler. Jake avait aidé Tyler à emménager dans sa résidence universitaire, et il m'avait mentionné, quelques mois plus tôt, que Tyler avait obtenu une bourse au mérite. J'ai posé une question très précise. Est-ce que Tyler t'a déjà montré son compte étudiant réel? Jake est resté silencieux un moment. Pourquoi? Papa m'a donné une facture de 20 000 $, et il m'a ordonné de la payer. Jake a soupiré. Lentement. Sophie, Tyler m'a dit que le solde restant à payer était d'environ 6 000 $. Ce montant correspondait exactement à l'estimation publique des frais de scolarité, une fois la bourse déduite. Jake s'en souvenait bien. Je lui ai demandé s'il en avait une preuve. Jake a hésité, non pas parce qu'il voulait protéger un mensonge, mais parce qu'il était fatigué d'être constamment mêlé au problème de Tyler. Finalement, il m'a transféré une capture d'écran, que son ami lui avait envoyée alors qu'il se plaignait d'un manque d'argent. Le portail étudiant affichait un solde débiteur de 6 240 $. Il mentionnait également la bourse d'études au mérite, ainsi qu'un versement provenant d'un compte intitulé « Lawson Family Education Trust, fonds d'études de la famille ». Lawson. Le nom de ce fonds fiduciaire m'a glacé d'effroi. Notre grand-mère avait créé ce compte, il y a de nombreuses années, pour aider ses petits-enfants à financer leurs études. Pourtant, lorsque j'étais à l'université, mon père m'avait assuré que ce fonds était bien trop modeste pour m'aider, et que le préserver pour de futures urgences était la seule décision responsable. J'avais donc travaillé de nuit, accumulé des prêts étudiants, et j'avais obtenu mon diplôme avec la conviction d'avoir préservé ma famille des difficultés financières. Si le fonds fiduciaire couvrait désormais les dépenses de Tyler, pourquoi me réclamait-on 20 000 $? J'ai appelé ma tante Margaret, la sœur aînée de mon père, et la seule membre de la famille qu'il avait déjà affronté sans s'excuser par la suite. Elle était co-gestionnaire de la fiducie, même si David s'occupait de la gestion administrative courante. Margaret, tu sais combien le fonds a versé pour l'école de Tyler ce semestre? Son silence a été différent de celui de Jake. C'était le silence d'une personne ouvrant un tiroir verrouillé dans sa mémoire. Cela aurait dû couvrir 12 000 $, a-t-elle dit. David m'a assuré que le virement avait été effectué en août. La capture d'écran de Jake montre bien un transfert, mais Tyler doit encore 6 000 $. Papa me réclame 20 000 $. Cela n'a aucun sens. Peux-tu m'envoyer le dernier relevé de la fiducie? Je vais le demander à la banque, a-t-elle répondu. Mais Sophie, s'il te plaît, n'accuse personne avant que nous sachions exactement où est passé cet argent. J'ai accepté. Après cet appel, j'ai examiné à nouveau la facture, et j'ai remarqué un léger rectangle gris derrière le montant total. Quelqu'un avait manifestement collé ce chiffre par-dessus le montant d'origine. En agrandissant l'image numérisée, le bord d'un chiffre 6 est apparu, nettement visible sous le chiffre 2. Ce soir-là, Tyler m'a appelé. Son ton était enjoué, presque répété. Il m'a dit, papa m'a dit que tu stressais pour le paiement de l'école. Je comprends. 20 000, ça semble énorme, mais cela soulagerait vraiment tout le monde. Envoie-moi la facture officielle de ton portail étudiant.
Je ne peux pas y accéder pour le moment. Pourtant, tu as envoyé une capture d'écran à Jake hier. Sa bonne humeur a instantanément disparu. Pourquoi? Parles-tu de moi à Jake? Parce que les chiffres ne correspondent pas. Il m'a alors accusé de le traiter comme un criminel. Je lui ai répondu que je traitais simplement cette facture comme un document. Puis, j'ai posé une seule question. À quoi servent les 13 760 $ supplémentaires? Il n'a pas répondu. À la place, il a dit « Noël était censé être une fête de famille », puis il a raccroché. À la fin de cette journée, j'avais compris deux choses. Tyler savait que la facture était fausse, et mes parents comptaient sur la pression de la table familiale pour obtenir ce que ce faux document ne pouvait pas m'arracher. Ils croyaient que la présence de témoins me pousserait à l'obéissance. J'ai décidé que ces mêmes témoins rendraient la vérité impossible à étouffer. 2 jours plus tard, tante Margaret m'a appelé alors que je quittais mon travail. Elle avait reçu un résumé des transactions, et non le relevé complet. Mais ce qu'il révélait était bien pire qu'une simple facture gonflée. Le fonds d'études avait bien transféré 12 000 $ pour Tyler en août, comme elle s'y attendait. Pourtant, 6 semaines plus tard, David avait autorisé 2 retraits importants, marqués sous le motif de « remboursement de frais d'études ». L'un était de 8 500 $. L'autre s'élevait à 7 200 $. Aucun de ces paiements n'avait été versé à l'université. Ton père a prétendu qu'il se remboursait des frais qu'il avait déjà avancés lui-même, m'a expliqué Margaret. Je lui faisais confiance, car il était l'administrateur actif du compte. A-t-il fourni des reçus? Non, je ne lui en ai pas demandé. Sa voix laissait transparaître de la honte, mais la responsabilité ne reposait pas uniquement sur elle. David avait bâti son autorité sur le principe selon lequel le remettre en question était un acte de pur manque de respect. Même Margaret, qui était pourtant la personne la plus forte de notre famille, avait appris à privilégier la paix, du moins, jusqu'à ce que cette paix ne devienne trop coûteuse. Je lui ai demandé de ne pas encore mentionner notre conversation. Avant de révéler quoi que ce soit publiquement, je voulais donner à mon père une ultime chance, en privé, de corriger la situation. Ce n'était pas parce qu'il méritait d'être protégé, mais parce que j'avais besoin de savoir s'il choisirait l'honnêteté, lorsqu'aucun public ne l'y contraignait. Je me suis rendu chez mes parents ce samedi après-midi-là. David était dans le garage, occupé à polir le capot d'un SUV récemment acheté. Il avait affirmé à tout le monde que ce véhicule était devenu indispensable. L'ancien modèle montrant des signes de fatigue. L'immatriculation temporaire était encore scotchée à l'intérieur du pare-brise. Il faut que nous parlions de la facture de Tyler, ai-je dit. Il a continué à polir le capot. Je croyais que nous avions réglé cela. Tu m'as ordonné de la payer. Ce n'est pas un règlement à l'amiable. Il a jeté son chiffon sur l'établi. Tu transformes toujours les affaires de famille en négociations. Et toi, tu transformes toujours tes propres décisions en obligations pour moi. Sa mâchoire s'est contractée. J'ai posé une copie du véritable solde du compte de Tyler sur le capot, juste entre nous deux. Il doit exactement 6 240 $. La fiducie a déjà payé 12 000 $. D'où vient cette demande de 20 000 $? Pendant une fraction de seconde, son regard s'est dirigé vers le nouveau SUV. Ce simple coup d'œil a été plus éloquent que toutes ses explications. Il a bafouillé que les frais universitaires changeaient constamment. Il a ajouté que Tyler avait besoin d'un matelas financier de sécurité. Il a affirmé qu'une bonne sœur se soucierait de réduire le stress de son frère, au lieu de l'interroger ainsi. Constatant que rien de tout cela ne fonctionnait, il a sorti l'arme la plus ancienne de notre cellule familiale. Après tout ce que ta mère et moi avons sacrifié pour toi, c'est ainsi que tu nous remercies? 7.
phrase m'a brutalement ramené 17 ans en arrière. J'avais 16 ans, et je me tenais dans ce même garage, serrant une enveloppe. Reçue après un concours académique régional. J'avais gagné 1500 $. David m'avait félicité, avant de m'expliquer que Tyler avait besoin de nouveaux équipements pour un programme sportif d'été. Il avait qualifié cela de « prêt familial temporaire ». J'avais donné mon chèque, et plus personne n'avait jamais reparlé de remboursement. 1 an plus tard, lorsque j'ai eu besoin d'argent pour payer mes frais d'inscription universitaire, j'ai dû enchaîner les heures supplémentaires dans une épicerie, tandis que mes parents racontaient à nos proches que j'étais simplement indépendante par nature. Ce souvenir, autrefois, m'avait rendu fier. Aujourd'hui, il m'apparaissait comme la toute première ligne d'un grand livre de contes, que j'avais refusé de calculer. Vous ne m'avez pas élevé pour que je devienne votre fonds de secours personnel, ai-je dit. David s'est approché de moi. Fais attention, Sophie. Le succès t'a rendue arrogante. Non, le succès m'a simplement rendu capable d'identifier une fausse facture. Son expression a changé. Il s'attendait à de la résistance, mais absolument pas à des preuves concrètes. J'ai baissé d'un ton, et je lui ai offert la chance que j'étais venu lui proposer. Dis-moi la vérité maintenant. Annule cette embuscade de Noël. Explique où est allé l'argent de la fiducie, et je laisserai la famille régler cela en privé. Il m'a fixé pendant quelques secondes, puis a esquissé un sourire glacial. Il n'y a aucune embuscade. Tu t'imagines des ennemis parce que tu es incapable d'accepter qu'on te demande de contribuer à l'effort familial. La porte du garage s'est ouverte derrière moi. Tyler est entré, portant des sacs d'un magasin d'électronique. Et s'est arrêté net, en voyant le véritable relevé de compte posé sur le SUV. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. À toi de me le dire, ai-je répondu. Pourquoi papa a-t-il besoin de 20 000 $, alors que ton solde débiteur est de seulement 6 000? Tyler a regardé David avant de me répondre. Ce coup d'œil instinctif a immédiatement confirmé leur complicité. Le reste, c'est pour le semestre prochain, a-t-il balbutié. Mais le document indique clairement « frais de scolarité courant, logement, ordinateur et forfait repas ». Alors papa s'est trompé dans la formulation. David a immédiatement saisi la sortie de secours que Tyler venait de lui offrir. Exactement, a-t-il dit. C'était une simple estimation. Tu es en train de créer un scandale pour une simple question de mots. J'ai pointé du doigt ses sacs de shopping. Est-ce que l'ordinateur à 3 000 $ se trouve là-dedans? Tyler a rapidement glissé les sacs derrière sa jambe. Cela ne te regarde pas. C'est devenu mon affaire à partir du moment où tu l'as mis sur ma facture. Ma mère est alors apparue dans l'encadrement de la porte, et m'a demandé pourquoi je gâchais ainsi le week-end. Elle n'a pas cherché à savoir si la facture était authentique. Elle a simplement demandé pourquoi je refusais de passer à autre chose. Cette nuance a définitivement levé mes derniers doutes sur sa propre complicité. J'ai rassemblé mes papiers. Vous avez jusqu'au matin de Noël pour dire la vérité à la famille vous-même. David a ricané. Et si nous ne le faisons pas? Alors c'est moi qui le ferai. Il m'a répliqué que personne ne croirait que j'avais été maltraité, après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Je suis passé devant lui sans chercher à argumenter. Au bout de l'allée, Tyler a crié mon nom, m'avertissant de ne pas l'humilier devant toute la famille. Je me suis retourné. Tu n'as pas peur d'être humilié. Tu as simplement peur d'être décrit avec exactitude. Pour la toute première fois, aucun d'eux n'a trouvé quoi répondre. Durant la semaine précédant Noël, la discussion de groupe de notre famille s'est transformée en une véritable campagne de manipulation.
Ma mère y publiait de vieilles photos de nous, écrivant à quel point elle était reconnaissante de voir ses enfants se soutenir mutuellement. David, de son côté, partageait un article sur les adultes qui réussissent et qui aident financièrement leurs proches à payer leurs études. Tyler a ajouté un message, se disant terrifié à l'idée que des difficultés financières ne détruisent complètement son avenir. Aucun d'eux n'a mentionné mon prénom, mais chaque phrase était clairement dirigée contre moi. Les autres membres de la famille répondaient avec des cœurs, des prières, et des messages d'encouragement. Puis, mon oncle Paul a écrit. Tyler a de la chance d'avoir une grande sœur capable de l'aider. Ma mère a immédiatement réagi avec un cœur, avant même que j'aie le temps de relire le message. C'était précisément leur stratégie, résumée en un instant. Annoncer ma générosité avant même que j'aie donné mon accord, pour ensuite faire passer mon refus pour une infâme trahison. Je ne me suis pas défendu dans la discussion. À la place, j'ai enregistré des captures d'écran, puis j'ai envoyé un seul et unique message, j'ai hâte que nous discutions ensemble de la situation financière globale, le jour de Noël. La conversation s'est arrêtée net pendant 3 heures. Tante Margaret a obtenu les relevés complets de la fiducie 2 jours plus tard. Nous les avons analysés dans mon appartement, en compagnie de Rachel Morgan, une collègue de travail spécialisée dans les enquêtes internes. Rachel n'était pas le genre d'ami à me donner raison simplement parce que j'étais blessé. Elle remettait en question les hypothèses, séparait rigoureusement les faits des émotions, et s'interrogeait sur ce que chaque preuve démontrait concrètement. Les relevés montraient que le fonds d'études avait commencé l'année avec un montant de 39 600 $. La somme de 12 000 $ avait été versée de manière légitime à l'université de Tyler. Cependant, les 2 retraits ultérieurs, d'un montant total de 15 700 $, avaient été transférés directement sur le compte joint de mes parents. De là, 9 400 $ avaient été versés à un concessionnaire automobile et 4 800 $ à un entrepreneur pour rénover leur cuisine. Le montant restant avait été transféré à Tyler. Celui-ci en avait utilisé une partie pour verser la caution d'un appartement en dehors du campus, un logement dont il n'avait absolument pas besoin puisque son contrat de résidence universitaire couvrait déjà toute l'année. Il s'était également acheté un ordinateur haut de gamme, non pas pour ses études, mais pour une configuration de jeux vidéo et de création de contenu qu'il avait fièrement exhibé sur Internet. L'argent manquant de la fiducie expliquait enfin cette fausse facture. David voulait que je remplace les sommes qu'il avait détournées, et ce, avant que Margaret ne finalise le bilan comptable annuel. Si je payais ces 20 000 $, il pourrait couvrir le véritable solde de Tyler, renflouer la majeure partie du fonds fiduciaire, et ainsi préserver l'illusion que rien d'anormal ne s'était produit. Le nouveau SUV de mes parents et leur cuisine resteraient intacts. Tyler, quant à lui, conserverait son appartement et son matériel haut de gamme. De mon côté, j'aurais absorbé la totalité de la dépense, tout en étant félicité pour mon immense générosité. Rachel a classé tous les documents par ordre chronologique. Tu dois définir clairement ton objectif, m'a-t-elle conseillé. Veux-tu des excuses, un remboursement, de la distance, ou une exposition publique de la vérité? Les 4, ai-je répondu, avant de me corriger. Aussitôt. Non, je veux simplement que la vérité soit documentée par écrit. Les conséquences découleront naturellement de cela. Cette distinction était capitale. Une vengeance alimentée uniquement par la colère pouvait être perçue comme de la méchanceté gratuite. En revanche, une exigence de responsabilité, solide, appuyée par des preuves, était bien plus difficile à éviter. Margaret voulait affronter David immédiatement, mais je lui ai rappelé son plan initial. Il avait choisi le jour de Noël car il était convaincu que l'auditoire familial lui était acquis. Si nous parlions trop tôt, il réécrirait l'histoire, prétexterait un malentendu, et raconterait à tout le monde que je l'avais agressé pour une
Simple erreur de comptabilité privée. Nous avons convenu de le laisser présenter sa demande en premier. J'ai alors préparé 3 dossiers distincts. Le premier contenait le véritable solde étudiant de Tyler, les détails de sa bourse d'études et la facture falsifiée. Le deuxième comprenait les relevés de la fiducie, les virements bancaires, ainsi que les reçus liés au SUV, à la rénovation de la cuisine et à l'appartement de Tyler. Le troisième contenait une lettre officielle, mettant fin à tous les paiements volontaires que j'effectuais pour le compte de mes parents. Depuis près de 4 ans, je réglais en effet leurs cotisations d'assurance complémentaires, ainsi que leurs échéances de taxes foncières, chaque fois que David affirmait que sa trésorerie était un peu serrée. Le total s'achevait en moyenne à 1150 $ par mois. Je n'avais jamais qualifié cela de pension de soutien, car mes parents préféraient de loin le mot « aide », faisant mine de croire que ces versements étaient ponctuels, alors qu'ils arrivaient de manière parfaitement régulière. J'ai annulé les virements suivants, puis j'ai imprimé les confirmations d'annulation. J'ai également rédigé une mise au point écrite très claire. Je ne financerai pas les études de Tyler, je ne remplacerai pas l'argent retiré d'eux. La fiducie, je ne co-signerai aucun prêt, et je ne répondrai plus à aucune demande financière transmise par l'intermédiaire de proches. Tout contact futur avec mes parents dépendrait désormais d'un remboursement complet, et d'une reconnaissance directe de ce qu'ils avaient fait. La veille de Noël, Tyler m'a rappelé. Tu vas vraiment obliger papa à te supplier? A-t-il demandé. J'ai simplement demandé la vérité, ai-je répondu. Il subit une pression énorme. Et moi aussi. Tu as largement les moyens de payer 20 000 $. Cela ne signifie pas que cet argent t'appartient. Sa voix s'est durcie. Tu te soucies plus d'avoir raison que de ta propre famille. J'ai regardé les 3 dossiers posés sur ma table. Non, Tyler. Je tiens assez à cette famille pour arrêter de financer ses mensonges. Il m'a alors prévenu que je regretterais de me présenter au dîner de Noël avec un tel état d'esprit. Après que nous avons raccroché, ma mère m'a envoyé un SMS pour me dire que mon père prévoyait de faire une annonce familiale importante avant le dessert. Elle a ajouté, s'il te plaît, ne fais pas de scène. J'ai répondu. Je ne ferai pas de scène. J'apporterai simplement les documents pour la scène que vous avez déjà planifiée. Le matin de Noël est arrivé sans aucune confession, sans annulation du dîner, et sans la moindre excuse. À 16 h de l'après-midi, j'ai glissé les dossiers dans mon sac, puis j'ai pris la route vers la maison où j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de mériter une place qui aurait dû m'être acquise d'office. Cette fois-ci, je n'y allais pas pour me faire accepter. J'y allais pour clore définitivement le compte. À mon arrival, 11 membres de la famille étaient déjà réunis dans le salon. Les manteaux s'entassaient sur le lit d'invités, de la musique s'échappait d'une enceinte près du sapin, et la table de la salle à manger avait été dressée avec un soin infini, comme si l'apparence pouvait garantir l'harmonie. David m'a accueilli à la porte par une embrassade, qui a duré juste assez longtemps pour paraître chaleureuse aux yeux de l'assistance. La voilà enfin, s'est-il exclamé, notre fille qui a réussi. Le mot réussite sonnait moins comme un compliment que comme une évaluation des fonds disponibles. Nona m'a embrassé la joue, puis m'a murmuré à l'oreille, s'il te plaît, souviens-toi que la journée d'aujourd'hui est consacrée à la famille. Tyler évitait soigneusement mon regard. Il portait une montre neuve, et parlait très fort de ses projets pour le semestre à venir. Tante Margaret était assise près de la fenêtre, calme, parfaitement impénétrable. Rachel n'était pas là. Oui, avions convenu que les preuves n'avaient pas besoin d'un avocat extérieur pour être convaincantes. Les documents parleraient d'eux-mêmes, et Margaret se chargerait de valider les faits. Concernant la fiducie, le dîner a commencé de manière tout à fait classique. David a découpé le rôti.
Nona a demandé à chacun d'exprimer une chose pour laquelle il ressentait de la gratitude, et Tyler a décrit l'université comme le défi le plus éprouvant de son existence. Quand mon tour est venu, j'ai simplement déclaré que j'étais reconnaissante pour les relevés clairs et pour les secondes chances. Margaret a baissé son verre afin de dissimuler un léger sourire. Après le plat principal, David a tapoté son verre à l'aide d'une cuillère. Je veux vous parler de quelque chose d'important. A-t-il commencé? Tyler a travaillé de manière incroyable, mais les études supérieures coûtent extrêmement cher. En tant que parents, Nona et moi avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. À présent, il est temps que la génération suivante assume ses responsabilités familiales. Il a glissé sa main sous sa chaise, a sorti la facture falsifiée. Puis l'a posée sur la table, juste devant moi. Sophie a eu la chance de bâtir une solide carrière, a-t-il poursuivi. Nous lui demandons donc de payer 20 000 $. Pour les frais de scolarité de son frère, sa chambre universitaire, son ordinateur, et son forfait repas. Personne n'a pris la parole dans l'immédiat. Ce lourd silence était exactement ce qu'il recherchait. Tous les visages se sont tournés vers moi, et cette exigence s'est aussitôt transformée en une mise en scène théâtrale de la générosité, que j'étais censé parachever de mon plein gré. Mon oncle Paul a hoché la tête, c'est une grosse somme, mais la famille doit s'entraider. Ma mère s'est penchée vers moi, tu n'es pas obligé de prendre une décision à la seconde, ma chérie. Dis simplement à tout le monde que tu t'en occupes, et nous réglerons les détails pratiques plus tard. Le piège était là, exactement comme il l'avait planifié. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette. Avant de vous répondre, j'aimerais que Tyler nous confirme le montant exact. Tyler a remué nerveusement sur sa chaise. C'est environ 20 000 $, à peu près. Les frais universitaires fluctuent. Quel est le solde exact qui apparaît sur ton compte étudiant? David est intervenu brusquement. Ce n'est pas un interrogatoire. C'est une demande d'aide à hauteur de 20 000 $. Connaître les chiffres précis est une demande tout à fait raisonnable. Tyler a cherché du soutien du regard autour de la table. C'est environ 6 000 $ pour l'instant, mais il y aura des dépenses futures. J'ai sorti le premier dossier de mon sac, puis j'ai fait glisser une copie de son relevé de compte officiel vers le centre de la table. Le solde réel est de 6 240 $. Ta bourse au mérite a déjà été déduite de ce montant. Ton logement et ton forfait repas sont également inclus. De plus, tu as déjà reçu 12 000 $ de la part du fonds fiduciaire de la famille Lawson. L'oncle Paul s'est emparé de la feuille. La main de ma mère s'est figée autour de son verre. David s'est repris très rapidement. Les 20 000 $ englobent le semestre prochain, ainsi que les imprévus. J'ai alors posé la facture falsifiée juste à côté du relevé officiel. Dans ce cas, pourquoi ce document décrit-il cette somme comme des frais d'études courants, de logement, d'ordinateur et de repas? Pourquoi le total réel de 6 000 $ a-t-il été masqué par un montant de 20 000 $? Et pourquoi prétend-il que le paiement est dû avant Noël, alors que l'échéance de l'université est fixée en janvier? Le visage de Tyler est devenu rouge pivoine. Ce n'est pas moi qui ai fabriqué ce document, s'est-il écrié. Tous les regards se sont alors tournés vers David. Il a émis un petit rire nerveux. J'ai simplement préparé une estimation familiale. Ce n'est tout de même pas un crime. Je n'ai pas dit que c'était un crime, ai-je répliqué. J'ai dit que c'était un faux. Nona est intervenue. Sophie, ton père a peut-être mal présenté les choses, mais son intention était avant tout de protéger Tyler. Es-tu obligé de l'humilier ainsi devant tout le monde pour un simple tableur? Je lui ai donné l'occasion de s'expliquer en privé, mais il a préféré choisir cette table. Tante Margaret a pris la parole pour la première fois. David, où se
Trouve le reste de l'argent du fonds d'études. L'ambiance dans la pièce a radicalement changé. Jusqu'à cet instant, plusieurs membres de la famille considéraient cette querelle comme une simple dispute de fratrie. La question de Margaret venait de révéler une réalité bien plus sombre, et David l'a tous deux suite compris. La fiducie se porte très bien, a-t-il affirmé d'un ton sec. Alors. Réponds-lui, ai-je rétorqué. Le compte affichait un solde de 39 600 $ en début d'année. 12 000 $ ont été versés à l'université de Tyler. Qu'est-il advenu? Des autres retraits? Le regard de David s'est durci. Tu n'avais aucun droit de consulter ses relevés bancaires. Margaret a posé sa fourchette. Si, Jean avait le droit. Je suis la co-gestionnaire légale, et c'est moi qui en ai fait la demande. Ma mère l'a regardé comme si Margaret venait de trahir un pacte secret. Tu as agi dans notre dos. Non, a répliqué Margaret. J'ai simplement contrôlé un compte dont je suis légalement responsable. J'ai alors ouvert le deuxième dossier. La première page affichait le retrait de 8 500 $, et la suivante, celui de 7 200 $. Venaient ensuite les preuves de virement directement sur le compte joint de mes parents. J'ai distribué les copies de chaque côté de la table. Cet argent n'a jamais servi à financer des études, ai-je expliqué. 9 400 $ sont allés directement au concessionnaire chez qui mon père a acheté le nouveau SUV. 4 800 $ ont été versés à l'entrepreneur chargé de rénover leur cuisine. Le reste a été donné à Tyler, pour payer la caution inutile d'un appartement hors campus, et pour s'acheter du matériel personnel. Tyler a brusquement reculé sa chaise de la table. Papa m'avait dit qu'il replacerait cet argent. A-t-il bafouillé? Oui, avec mon propre argent, ai-je répliqué. Non, mais c'est incroyable, c'est emporté. David. Avec l'argent de la famille, tout se partage chez nous. Dans ce cas, pourquoi le SUV et la rénovation de la cuisine ne sont partagés qu'entre vous, alors que la dette, elle, m'est directement attribuée? Il a pointé un doigt accusateur vers moi, parce que tu as les moyens de payer. Tu te pavanes avec ton salaire et ton bel appartement, en faisant comme si tu avais tout construit toute seule. Je l'ai construit pendant que vous me répétiez que le fonds d'études ne pouvait pas m'aider. Tante Margaret s'est tournée brusquement vers lui, outrée. Tu as osé dire à Sophie qu'il n'y avait pas d'argent pour elle? David est resté muet. J'ai continué, d'une voix désormais plus calme et posée. J'ai travaillé la nuit. J'ai contracté des emprunts. J'ai même donné l'argent de mes bourses d'études quand j'étais adolescente, parce que vous répétiez que Tyler en avait plus besoin que moi. Pendant des années, j'ai payé vos assurances et vos impôts fonciers, parce que vous affirmiez être en grande difficulté financière. Pendant tout ce temps, vous avez traité ma stabilité financière comme une ressource gratuite, dont vous pouviez disposer librement sans mon consentement. Les yeux de ma mère se sont remplis de l'un de ses regards habituels, mais sa réaction est restée purement défensive. Nous essayons simplement de garder tout le monde à flot. Non, vous essayez de maintenir votre train de vie intact. L'oncle Paul fixait le reçu du concessionnaire automobile, incrédule. David, est-ce que tu as vraiment utilisé l'argent de la fiducie pour t'acheter ce SUV? David a croisé les bras, sur la défensive. Je l'ai emprunté. J'avais la ferme intention de le rembourser. Quand ça? A demandé Margaret. Son regard s'est brièvement dirigé vers la facture falsifiée. Personne n'avait besoin d'entendre sa réponse. Le piège s'était définitivement refermé sur eux. Mais le pire pour eux, ce n'était pas seulement mon refus de payer. C'était le fait que chacun autour de la table comprenait désormais ce que mon virement était censé dissimuler.
David a tenté de reprendre le contrôle de la situation en se levant. Il a affirmé que les questions financières privées n'avaient pas leur place un jour de Noël, puis il nous a accusés, Margaret et moi, de transformer un simple prêt temporaire en une exécution publique. Cependant, l'autorité naturelle qu'il tentait de projeter n'avait plus aucune prise sur l'Assemblée. Les membres de la famille ne me regardaient plus comme la fille ingrate, ils le regardaient, lui, comme l'homme qui avait fabriqué de toutes pièces une fausse facture pour dissimuler l'argent qu'il avait déjà dérobé. Nona a alors tenté sa méthode habituelle, l'échappatoire émotionnel. Sophie, même si des erreurs ont été commises, exposait tout cela devant la famille est d'une cruauté sans nom. J'ai plongé mon regard dans le sien. 3 jours après mon refus initial, je t'ai entendu rire dans la salle à manger, quand papa disait que vous alliez me coincer au dîner de Noël, sous prétexte que je n'oserais pas dire non devant tout le monde. C'est vous qui avez choisi le public. Vous vous attendiez simplement à ce qu'il joue en votre faveur. Son visage est devenu blême. Tyler, lui, gardait les yeux rivés sur son assiette. Margaret lui a demandé sans détour s'il savait que le montant de 20 000 $ était totalement faux. Il a d'abord prétendu qu'il ne comprenait rien au fonctionnement de la fiducie, avant d'avouer que David lui avait expressément demandé de lister toutes les dépenses imaginables, et d'arrondir largement les chiffres à la hausse. Lorsque Margaret l'a interrogé sur la caution de son appartement, les explications de Tyler se sont complètement effondrées. Il a fini par avouer qu'il voulait s'installer hors du campus avec des amis, et qu'il était convaincu que je finirais par payer, comme elle le fait toujours. Ces quelques mots m'ont fait plus de mal que n'importe quelle accusation. Mais ils m'ont aussi définitivement libéré. Ma générosité passée n'avait pas suscité de la gratitude, elle avait simplement créé une habitude. J'ai sorti le 3e dossier. À compter de cette semaine, j'ai mis fin au paiement d'assurance et de taxes foncières que j'effectuais pour maman et papa. Je ne paierai pas le solde de Tyler, je ne remplacerai pas l'argent de la fiducie, je ne co-signerai aucun prêt, et je ne financerai plus jamais la moindre urgence née de la malhonnêteté. Désormais, tout contact concernant l'argent devra se faire exclusivement par écrit. La colère de David a fini par exploser. Tu ne peux pas punir ta propre mère uniquement parce que tu es en colère contre moi. Je ne punis personne, ai-je répondu. J'arrête simplement d'effectuer des paiements, qui ont toujours été purement volontaires. Mais nous allons perdre nos couvertures d'assurance. C'est alarmé Nona. Vous avez des revenus réguliers, un SUV flambant neuf, et une cuisine récemment rénovée. Vous allez devoir faire des choix en fonction de vos moyens, exactement comme j'ai dû le faire moi-même. Margaret a ensuite annoncé que David était immédiatement suspendu de ses fonctions d'administrateur du fonds d'études. Elle allait transmettre l'intégralité des pièces à l'avocat de la famille, exiger un bilan comptable complet, et réclamer le remboursement de chaque centime prélevé. Pour des motifs non éducatifs. En attendant, elle n'approuverait plus que des virements directs aux établissements scolaires accrédités. Plus aucun argent ne transiterait par David. Ou par Tyler. Tyler a demandé, d'une voix tremblante, si le fonds allait tous deux même couvrir son solde restant. Margaret a répondu de façon catégorique, le fonds d'études t'a déjà largement soutenu. L'argent qui a été retiré pour ton appartement et ton équipement sera comptabilisé comme faisant partie de ta part d'aide d'études. Le reste est maintenant sous ta propre responsabilité. Son visage s'est décomposé. Sans ce financement occulte, il ne pouvait plus conserver son appartement hors campus, sa configuration haut de gamme, ni le mode de vie insouciant qu'il avait fièrement promis à ses camarades. Il allait devoir rester en résidence universitaire, rendre tout le matériel possible, et trouver un emploi pour régler le solde. Aucune de ces conséquences ne menaçait réellement la poursuite de ses études. Elle menaçait uniquement l'image artificielle qu'il avait essayé de s'acheter.
Avec l'argent d'autrui. David a hurlé à Margaret qu'elle n'avait aucun droit de l'humilier de la sorte. L'oncle Paul est intervenu pour lui rappeler qu'il venait lui-même de tenter de m'humilier, pour me contraindre à régler une dette totalement imaginaire. Un autre membre de la famille a alors demandé si David avait déjà utilisé l'argent de la fiducie par le passé. La question a circulé tout autour de la table, et sa réputation, cette chose qu'il avait pourtant protégée avec bien plus de soin que les comptes eux-mêmes, a commencé à se fissurer. Ma mère a éclaté en sanglots. Pendant des années, ces larmes avaient permis d'abréger toutes les conversations difficiles dans notre famille, car tout le monde s'empressait toujours de la consoler avant même de chercher à comprendre ce qu'elle avait fait. Cette fois-ci, personne ne l'a attaqué, mais absolument personne n'a changé de sujet de conversation. David m'a suivi dans le couloir au moment où je ramassais mon manteau. « Tu as prouvé ce que tu voulais prouver », a-t-il dit à voix basse. « Maintenant, donne-moi juste 30 jours. Paye ces 20 000 $, et je te les rendrai dès que j'aurai vendu un bien. » « C'est non, » ai-je répondu. Si l'avocat examine l'historique des comptes, Margaret va détruire mon nom. Tu as retiré cet argent, tu as fabriqué cette facture, et tu as planifié ce dîner. Ton nom est simplement confronté à la réalité de tes propres choix. Il a baissé la voix encore un peu plus. Je suis ton père. Cela aurait dû me mettre en sécurité à tes côtés, au lieu de faire de moi une proie plus facile à exploiter. Tyler est apparu juste derrière lui, et m'a demandé si j'étais fier de moi. Je lui ai répondu que je me sentais simplement libéré. Je suis parti avant le dessert. En jetant un regard par la fenêtre d'entrée, j'ai vu les membres de la famille encore assis autour de ces documents. Plus personne ne criait. Ils lisaient attentivement. C'était précisément la conséquence que mes parents n'avaient jamais anticipée. Ils auraient pu survivre à ma colère en me traitant d'émotive, ils auraient pu surmonter mon refus en me qualifiant d'égoïste. Mais ce à quoi ils ne pouvaient absolument pas faire face, c'était une pièce remplie de proches en train de comparer attentivement leur version des faits aux documents officiels. Je n'ai pas gâché Noël. J'ai simplement mis fin à une triste comédie. Le bilan comptable officiel a pris 6 semaines. Il a confirmé que la somme de 15 700 $ avait bien été retirée de la fiducie d'études pour régler des dépenses non admissibles, en incluant les frais bancaires et le manque de pièces justificatives. David s'est vu imposer l'obligation de rembourser exactement 17 260 $. Il a donc dû revendre son SUV, suspendre la suite des travaux de rénovation de la cuisine, et utiliser une partie de ses économies personnelles pour renflouer le compte. Margaret est devenue l'unique gestionnaire du fonds, et chaque versement futur a été effectué directement auprès des universités concernées. Tyler a récupéré et restitué la caution de son appartement, puis il a revendu une partie de son matériel électronique. Il est resté dans sa chambre universitaire, a trouvé un travail étudiant le week-end à la bibliothèque du campus, et a mis en place un plan de paiement échelonné pour régler les 6 240 $ restants. Sa vie ne s'est pas effondrée. C'est simplement l'illusion selon laquelle le reste du monde devait assumer son train de vie qui s'est envolé. Quant à mes parents, ils ont perdu quelque chose d'essentiel. L'accès direct à ma personne, du moins sans rendre de compte. Je ne leur ai pas rendu visite pendant 3 mois. J'ai arrêté de répondre à tous les messages qui commençaient par des reproches culpabilisants, des histoires d'argent, ou des injonctions à passer à autre chose. Nona m'envoyait des photos datant d'années plus heureuses. David m'envoyait de courts mots écrits, expliquant qu'il avait agi sous l'effet d'une pression insoutenable. Aucun de ces messages ne contenait de réelles excuses, de sorte qu'aucun d'eux n'a reçu la moindre réponse. Les 1150 $ que je leur transmettais chaque mois sont désormais restés bien haut chaud sur mon compte bancaire. J'en ai utilisé une partie pour accélérer le remboursement de mes propres prêts étudiants,
et j'ai placé le reste sur un compte d'épargne en vue d'acheter un logement. Le premier mois a été étrange. Je m'attendais constamment à recevoir un appel de détresse pour une urgence imaginaire, qui m'aurait replongé de force dans mon ancien rôle. Quand cet appel n'est pas venu, j'ai enfin réalisé à quel point ma propre existence s'était articulée autour d'un seul but et éviter à d'autres adultes d'avoir à assumer les conséquences de leurs propres actes. Tyler a fini par m'écrire une véritable lettre. Il ne cherchait pas à rejeter la faute sur nos parents, sur ses amis, ni sur le coût de la vie étudiante. Il admettait sans détour qu'il avait considéré ma réussite comme un bien familial acquis, et mes limites personnelles comme de simples obstacles à contourner. Il s'est excusé d'avoir participé à l'élaboration de la fausse facture, et d'avoir espéré que la présence du public familial à Noël suffirait à me réduire au silence. Je lui ai répondu une fois. Je lui ai écrit que le pardon était tout à fait possible, mais que mon soutien financier, lui, ne l'était plus. La confiance mutuelle se reconstruirait par des actes cohérents et durables, et non par de beaux discours. Quelques mois plus tard, nous nous sommes retrouvés autour d'un café. La discussion a été délicate, mais sincère. C'était bien plus précieux que la complicité de façade que nous simulions auparavant. David, quant à lui, n'a jamais manifesté la même attitude responsable. Il a continué à raconter à nos proches que j'avais surréagi pour une simple question d'emprunt temporaire, mais les relevés écrits restaient consultables par tous, et sa version des faits ne faisait plus autorité au sein de la famille. Il n'a plus jamais été autorisé à gérer le moindre centime d'argent partagé. Nona a cessé de me supplier de venir à sa rescousse. Pour la toute première fois de leur vie, ils ont dû régler leurs difficultés financières par eux-mêmes, en restant strictement dans les limites de leurs revenus réels. Les gens s'imaginent parfois la vengeance comme un acte théâtral, spectaculaire, conçu pour faire souffrir instantanément l'autre. La mienne a été bien plus silencieuse. J'ai refusé de payer cette facture injuste. J'ai apporté les preuves écrites de la vérité. J'ai cessé d'aider financièrement les personnes qui prenaient mon amour pour un blanc-seing. Ensuite, je me suis simplement écarté, pour les laisser faire face au coût réel de leurs décisions. Ces $20 000 sont restés en ma possession. Mais, plus important encore, j'ai retrouvé l'usage de ma propre voix. Ce Noël m'a appris que la loyauté familiale, lorsqu'elle est imposée sans aucun consentement mutuel, n'est pas de la loyauté. C'est du contrôle. Aider son prochain est assurément un geste généreux. En revanche, être forcé de financer la tromperie et la malhonnêteté ne fait qu'enseigner aux autres que la manipulation fonctionne à coup sûr. Poser des limites claires ne détruit jamais une relation saine. Cela révèle simplement quelles étaient les relations qui dépendaient entièrement de votre absence de limites. Alors dites-moi, si votre propre famille mettait sous vos yeux une obligation totalement injuste, en la faisant passer pour de l'amour, choisiriez-vous de payer pour préserver une paix de façade, ou laisseriez-vous éclater la vérité, quitte à bouleverser la table familiale pour toujours? Nous espérons que ce récit vous aura apporté une réflexion enrichissante à garder en mémoire. Cette histoire est entièrement fictive, créée uniquement à des fins de divertissement et d'apprentissage. Nous espérons qu'elle vous rappellera que certaines personnes ne vous donneront jamais les explications que vous méritez, mais que vous conservez toujours le pouvoir de vous accorder à vous-même la paix intérieure, le respect, ainsi que le nouveau départ dont vous avez besoin.